Donc très heureux de vous retrouver pour la suite de la conférence. Donc lundi, je vous ai parlé justement, j'ai essayé de vous conscientiser sur l'importance du bien manger parce que comme je vous disais, c'est une frustration que j'ai en consultation. Beaucoup de gens viennent nous consulter pour mieux manger, mais dans le but de maigrir. C'est important, certes, mais on va voir et on a vu que bien manger servait aussi à prévenir la santé cardiovasculaire, prévenir les cancers. Donc ça, on a vu et je pense que c'est important de comprendre parce que le fait de comprendre les choses, le fait de les connaître, je dis souvent que la connaissance crée le plaisir et donne envie de le faire. Donc maintenant, on va passer à la pratique pour que vous puissiez voir concrètement ce que l'on peut faire pour améliorer son hygiène alimentaire au quotidien. Je ne vais pas vous montrer des recettes toutes faites et tout ça. Je pense qu'il faut que vous compreniez justement ce que vous avez dans l'assiette. Donc on va répartir cette conférence entre les macronutriments, les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, les minéraux et l'eau. Et on va voir un petit peu ce qu'il faut consommer de préférence dans chaque famille d'aliments. Donc on va parler des protéines. Donc vous voyez, les protéines pour beaucoup c'est la viande, certes, mais vous voyez on a aussi les protéines végétales qu'on va parler, qu'on devrait aussi consommer un petit peu plus parce que les recommandations sont de 2 tiers de protéines végétales pour 1 tiers de protéines animales, ce qui est fait chez certaines catégories de la population, donc plutôt les femmes. Or, on va voir que les femmes devraient en consommer un petit peu plus de viande. Elles se détournent de plus en plus de la viande et les hommes devraient en manger moins. Et on va voir pourquoi, parce que ça a un impact sur la santé. Donc les protéines animales, vous voyez, on les connaît, à viande, charcuterie, fromage, produits laitiers, les œufs, les poissons, les mollusques. Et on a les protéines végétales. On connaît en Belgique beaucoup le blé, mais il faut aussi découvrir d'autres céréales. On connaît l'avoine, le seigle, le quinoa qui n'est pas vraiment une céréale, c'est une graine, mais qu'on peut l'apparenter aux céréales. Les légumineuses, lentilles, haricots, pois cassés, pois chiches, ce sont des choses qu'on consomme de moins en moins, malheureusement. Et ils ont un intérêt parce qu'ils ont un index glycémique très bas, donc il faut monter très lentement la glycémie, ce qui est intéressant, et en plus ils sont riches en protéines. Et on a aussi les noix, les noisettes, les amandes qui font partie des oléagineux qui, en plus de contenir des protéines, contiennent aussi des bons acides gras oméga 3 dont on va parler quand on va voir les graisses. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est 1 tiers, 2 tiers de protéines végétales. Il y a aussi d'un point de vue écologique, je pense qu'à l'avenir, la population mondiale deviendra de plus en plus végétarienne parce que vous voyez, pour consommer 1 kilo de protéines animales, il faut 10 kilos de céréales, de protéines végétales. Donc plutôt que de laisser les animaux le manger, est-ce qu'on ne mangerait pas nous directement les céréales? Alors pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait pas que c'était pas intéressant justement de consommer trop de protéines végétales parce qu'on disait qu'elles n'étaient pas complètes et que la protéine animale, c'était la plus intéressante parce qu'elle avait tous les acides aminés. On est revenu sur ces positions-là parce que maintenant, on n'a pas de carence en acides aminés en étant végétarien. Vous faites des associations céréales légumineuses, vous avez tous les acides aminés. Et quand on ne fait pas ces associations-là, on a malgré tout des protéines végétales de haute qualité, comme le soja, comme le quinoa, comme l'amarante. Je ne sais pas si vous connaissez aussi les graines de chia qui ont un profil d'acide aminé complet. Donc on peut vraiment ne pas avoir aucune carence en acides aminés en étant végétarien. Alors quid de la viande? Faut-il continuer à en consommer? Si on a tout dans les protéines végétales, on n'a pas tout malheureusement. Il y a certaines choses qui sont intéressantes d'avoir, comme le zinc, la vitamine B12 et le fer, qui est intéressant d'avoir chez plutôt les femmes que chez les hommes, parce que les femmes de la puberté à la ménopause ont leurs règles, donc elles perdent du sang, donc elles perdent du fer, donc elles ont besoin d'un petit peu de viande rouge pour remonter le taux de fer. On a beaucoup entendu parler de la viande ces derniers temps. Il y a l'Organisme mondial de la santé qui l'a même mis dans les cancérigènes probables avec les charcuteries notamment. On va essayer un peu de comprendre pourquoi et voir un petit peu les effets positifs et négatifs. Donc on a vu que les gros mangeurs de viande altéraient leur flore intestinale. Donc on a une flore de fermentation, une flore de putréfaction. Si on mange trop de viande et surtout pas assez de légumes, on va se créer ce qu'on appelle une dysbiose intestinale qui va créer une inflammation intestinale. Or, quand on s'intéresse notamment à ce que j'enseigne, la nutrithérapie, la micronutrition, on s'intéresse énormément au microbiote intestinal parce qu'on voit que l'impact que ça a sur la santé, c'est énorme. On a des gens qui ont des troubles de l'attention, des problèmes psychologiques liés à leurs intestins. Donc le lien intestin-cerveau, il est fait.
Quand je m'occupe de personnes qui sont en surcharge pondérale, je dois veiller maintenant à leur flore intestinale. On a les travaux du professeur Cani qui a démontré que, fonction des bactéries qu'on a dans la flore, on va plus ou moins profiter des calories. Donc vous imaginez, vous donnez le même nombre de calories à une personne, l'autre aussi. Il y en a une qui va plus profiter des calories que d'autres, fonction de sa flore. Donc c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup. Et là, ce que l'on va manger, qui va être le substrat, si vous voulez, des bactéries, eh ben, si on consomme trop de protéines animales, on risque de se créer une dysbiose de putréfaction et ça peut créer une inflammation intestinale. Et dans la viande, vous avez ce qu'on appelle de la carnitine, si vous voulez, qui peut se transformer en cardiotoxique, qu'on appelle le triméthylaminoxide, fonction de la flore. Donc tout ça pour vous dire que la viande n'est pas mauvaise si on consomme beaucoup de végétaux. Vous voyez, c'est un équilibre, encore une fois. Si on a un homme qui aime bien manger de la viande, je ne lui interdis pas, mais je lui dis, si tu manges 150 grammes de viande, tu me le manges avec 300 grammes de légumes, et là, il n'y aura pas de souci. Mais si on a des hommes qui mangent que de la viande et qui utilisent les légumes comme accompagnement ou pour décorer l'assiette, hein, parce qu'il y en a il y a certains hommes qui pensent que c'est pas comestible, les légumes, hein, quand tu vas au restaurant, tu vois chaque fois que les légumes étaient là pour faire joli, mais ils les ont pas consommés, malheureusement. La viande a un effet pro-inflammatoire parce qu'il y a du fer dans la viande. Ça peut être bien quand on en manque, mais quand on n'en manque pas, ça peut devenir pro-inflammatoire. Il faut savoir que le fer, on ne prend jamais de fer d'ailleurs en complément quand on a une infection bactérielle ou virale parce que c'est un facteur de croissance. Il y a de l'acide arachidonique qui est précurseur des prostaglandines pro-inflammatoires. La leucine qui est un acide aminé qui c'est un peu complexe, mais qui est, si vous voulez, il y a un chef d'orchestre de l'inflammation, le NF-κB, mais aussi il y a la voie mTOR, et la leucine est précurseur justement de cette voie pro-inflammatoire. Alors, la viande, elle peut avoir un impact négatif, mais on peut la rendre beaucoup plus carcinogène même en la cuisant, et en la cuisant mal. C'est pour ça que c'est important que je vous en parle, parce que on peut avoir des aliments sains. Vous pouvez acheter à l'heure actuelle des viandes de qualité, parce que la qualité de la viande va être déterminée par ce que l'animal va recevoir à manger. On a parlé, je pense, la dernière fois des œufs. On a vu que les poules qui recevaient plus de graines de lin, qui mangeaient plus de végétaux et un peu moins de maïs, faisaient des œufs de meilleure qualité. Ben, la viande, c'est pareil. Si vous avez une bête qui a couru tout au long de la journée, par exemple, cet hiver, vous avez peut-être mangé un peu du gibier, ben, c'est une viande de meilleure qualité parce que c'est une viande assez maigre. Ils courent toute la journée. Ils sont pas dans un enclos. Ils bougent. Ils mangent des glands, des végétaux, donc on consomme une viande de meilleure qualité, avec même des fois des graisses comme les oméga 3 qu'on retrouve dans les poissons gras, qu'on peut retrouver dans la viande parce que la bête en a mangé. Mais quand on cuit même une viande bio saine, on va dire, on peut la transformer vraiment en quelque chose de toxique. Et ça, le barbecue est vraiment quelque chose à éviter. Quand vous avez ces graisses qui tombent justement sur le charbon de bois, donc ça va libérer des hydrocarbures, ce qui sort des moteurs diesel et qu'on condamne. Ça va libérer du benzopyrène, qui est un toxique, si vous voulez, qui se fabrique quand la graisse tombe sur le charbon de bois, et ça va enfumer votre viande, et ça va fabriquer comme l'acroléine, qui est une substance très toxique, qui est reconnue comme cancérigène, qui avait été d'ailleurs utilisée pendant la guerre de 14-18. Et bien malheureusement, on en consomme quand on mange des viandes cuites au barbecue, et vous voyez, ce petit noirci est vraiment à gratter, à éviter. Donc très important, on va utiliser plutôt que de faire un barbecue, il existe des barbecues à la verticale où la graisse va tomber plutôt sur des petits récipients d'eau. En tous les cas, ça ne va pas tomber sur le charbon de bois. Donc, il y a moyen de faire la fête avec les amis sur la terrasse sans forcément s'intoxiquer. Et il y a eu des recherches de Peter Moller qui a étudié à Stockholm les effets sur l'ADN d'une viande trop cuite. Et les résultats montrent que la puissance mutagène et carcinogène est l'équivalent de celle à 800 à 1000 cigarettes. On a vu qu'une personne qui faisait 30 barbecues sur une année, c'est comme s'il fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Donc ça, il y a peu de gens qui sont au courant. Tout le monde sait que c'est mauvais, les cuissons agressives, mais là, ça a été mesuré sur l'impact que ça avait sur l'ADN, donc les mutations que ça pouvait provoquer. Tout ce que je vous dis n'est pas une vue de l'esprit, comme je vous l'ai déjà dit lundi de M. Van Lodorp. Tout ce que je dis est d'ailleurs très documenté, et vous avez des publications qui ont montré que les hydrocarbures amines polycycliques issus des cuissons agressives ou au barbecue augmentent les cancers de la prostate. Donc il faut prévenir la population, renseigner, parce qu'on peut très bien manger une viande d'une manière saine,
en évitant justement ces cuissons agressives. Cuisson des viandes, impact inflammatoire, mutagène et carcinogène. On a de plus en plus de publications. Alors, comment la consommer? Là, je dois être précis parce que pour certains, la viande va être bénéfique, je dirais bien pour certaines plutôt, et pour certains, elle va être plutôt négative. Donc, ici, vous avez un petit résumé. Vous voyez, un enfant devra en consommer tous les jours de la viande parce qu'il est en pleine croissance. Et en pleine croissance, tu as besoin de zinc. Le zinc, c'est anabolisant, si vous voulez. Sans zinc, on ne sait pas multiplier nos cellules. On fait 2 300 000 cellules par seconde. Il faut une photocopieuse de l'ADN qu'on appelle l'ADN polymérase. Elle est zinc dépendant. Quand on a une infection en hiver, on peut être immunodéprimé par une carence en zinc parce que le zinc permet justement la fabrication des globules blancs, des anticorps. Donc très important en pleine croissance. Or, vous allez me dire, oui, mais il y a du zinc dans les végétaux. Oui, il y en a, mais il est bloqué, si vous voulez, par des facteurs antinutritionnels qui fait qu'il est moins biodisponible. Donc pour avoir un zinc biodisponible, il faut le consommer d'origine animale. Les femmes enceintes, 3 fois semaine. Elles ont des besoins aussi en zinc augmentés. Vous m'étonnez, puisqu'il y a un petit qui se prépare, besoin de vitamine B12 et de fer. La femme de la puberté à la ménopause, comme elle a ses règles, elle a ses pertes de sang, je vous disais, donc elle perd du fer. Et malheureusement, en consultation, on voit beaucoup de femmes arriver avec des ferritines, donc c'est la réserve de fer qui est des fois en dessous de 20, en dessous de 30, et on s'étonne qu'elles sont fatiguées, elles se plaignent de problèmes de concentration. Le fer est un cofacteur de la dopamine, un neuromédiateur qui augmente la concentration, la mémoire. Et par contre, quand je reçois des hommes en consultation et qu'on fait des biologies, je vois des ferritines à 250, 300, 500. Et ça, c'est mauvais. D'ailleurs, il y a des études qui montrent qu'un homme qui a une ferritine au-delà de 200 double son risque d'infarctus. Donc, il faut conseiller aux hommes à l'heure actuelle de diminuer leur consommation de viande, de donner leur sang. Comme ça, c'est comme si on avait nos règles. Donc, et les dames de continuer à avoir vos règles. Vous voyez, c'est quelque chose peut-être qui vous dérange tous les mois, mais qui vous protège, parce que le fait d'avoir ces pertes de sang empêche une accumulation de fer excessive. Mangez un petit peu de viande 2-3 fois semaine pour compenser, et comme ça, là, vous avez un bon équilibre. À partir de la ménopause, vous pouvez manger un petit peu moins de viande, parce que les besoins diminuent, puisqu'il n'y a plus les menstruations. Donc, c'est important de conscientiser là-dessus. Donc, et on en est venu à ces conclusions-là parce qu'on a vu que les hommes vivaient plus longtemps que les femmes, vous savez, en moyenne 7 ans. Et une des raisons pour lesquelles les femmes vivent plus longtemps, les scientifiques ont beaucoup étudié ça, c'est que la femme vieillit moins vite que l'homme. Donc l'homme vieillit un petit peu plus vite, lié à une oxydation. Et le fer est pro-oxydant en excès. Donc on a constaté que les hommes qui étaient végétariens vivaient plus longtemps. Donc à la maison, on voit tout l'inverse malheureusement en Belgique. On voit l'homme qui est convaincu qu'il doit manger son beefsteak tous les soirs parce que ça rend fort. Moi je dis souvent à ces hommes-là que le gorille, il mange pas de viande, mais il est très très fort. Donc on a des sportifs de haut niveau qui mangent pas de viande, ils ont des très bons résultats au niveau sportif. Donc je veux dire, il faut arrêter de penser qu'il nous faut absolument manger autour de la viande. Moi, je me dis flexitarien, je mange de la viande de manière festive quand je suis invité chez des amis et tout ça. Et mes enfants, j'ai une petite fille de 9 ans et un petit garçon de 7 ans, ils mangent plus de viande que leur papa. Et mon épouse, elle en mange 2-3 fois semaine, justement, parce qu'elle a des besoins plus importants que moi. Donc, pas de généralité par rapport à ça. On personnalise les apports. Et si vous voulez objectiver ça, vous pouvez demander à votre médecin de faire un bilan du fer. Comme ça, il vous dira concrètement les quantités que vous avez besoin. Vous avez un article très complet sur mon site internet où j'explique tout ça en détail. Alors, quand consommer la viande, malheureusement, on fait tout l'inverse dans nos pays. On consomme les protéines animales principalement le soir. Parce que le Belge, il est convaincu que manger sainement, c'est faire 2 repas tartines et un repas chaud. Ça, on est les seuls dans le monde à faire ça et on croit que c'est ça qu'il faut faire. Donc on est content parce qu'on a mangé chaud. Alors le Belge associe chaud à complet. Donc il se dit, ah super, on a mangé chaud. C'était une lasagne, c'était n'importe quoi, mais ils sont contents, on a mangé chaud, donc on a mangé complet. Donc la température d'un repas n'a jamais déterminé la qualité nutritionnelle. Vous pouvez manger chaud 3 fois par jour ou froid 3 fois par jour, ça ne change rien. C'est ce que vous mangez qui compte. Au final, dans le tube digestif, tout sera froid. Donc, ne vous méprenez pas avec ça. C'est vraiment une croyance que j'ai du mal à faire comprendre.
Et les tartines aussi, c'est quelque chose. Hein. On est convaincu qu'il faut 2 repas tartines. On est les seuls aussi à faire ça. Vous allez dans une famille en Belgique, la boulangerie est fermée, il n'y a plus de pain. Ils sont perdus, les gens. Ils savent pas comment on va faire leur dire. On n'a plus de pain, la boulangerie est fermée. Donc, or, les armoires sont bondées. Hein. Il y a plein de trucs à bouffer, mais il n'y a pas de pain, donc on ne sait pas avancer. C'est comme ça. Donc on va voir qu'on peut manger différemment, on n'est pas obligé de faire les repas autour du pain. Je vais vous donner quelques exemples de petits déjeuners que l'on fait à la maison. Mais très important de manger des protéines le matin. Donc la traditionnelle tartine de confiture, céréales sucrées, pâte à tartiner, ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que le matin on doit fabriquer de la dopamine. La dopamine qui est un neuromédiateur qui augmente la concentration et la mémoire. Je vais beaucoup donner des conférences dans les écoles pour conscientiser les parents sur l'importance justement de manger, d'éviter de donner du sucre aux enfants le matin, mais plutôt un petit déjeuner riche en protéines pour justement potentialiser leur concentration, leur mémoire qui est générée par la dopamine. Donc la dopamine, c'est le démarreur, si vous voulez. Dans une voiture, il faut la clé de contact pour la démarrer, c'est la dopamine. La noradrénaline, c'est l'accélérateur, donc c'est la pédale d'accélération. Et il y en a qui sont tout le temps à fond sur la pédale d'accélération. En venant ici de Liège pour venir vous rejoindre et donner cette conférence-ci, il y avait un gars au feu rouge qui était certainement avec vous, énormément de dopamine, noradrénaline, parce qu'il était là avec son accélérateur. Et ce brave homme devrait peut-être prendre certaines substances qui augmenteraient sa sérotonine dans le cerveau parce qu'il est tout le temps sur l'accélérateur et il manque de frein. Donc la santé psychologique, si vous voulez, elle dépend justement de ces neuromédiateurs. Vous savez, on fabrique des antidépresseurs qui augmentent la recapture de la dopamine ou qui augmentent la recapture de la sérotonine. C'est le principe. Mais on peut, par la nutrition, donner le substrat à nos neurones pour produire d'une manière endogène ces neurotransmetteurs. Et la sérotonine, je vous disais, c'est le frein qu'on va essayer d'augmenter fin de journée. On ne va pas essayer de la produire le matin pour nous bloquer. On va essayer de la produire plutôt fin d'après-midi. Et on va la stimuler en donnant un petit peu des glucides au goûter fin d'après-midi, parce que le fait de consommer des glucides va faire monter l'insuline et va permettre d'enlever, si vous voulez, les acides aminés compétiteurs du tryptophane, parce que le tryptophane est un acide aminé précurseur de la sérotonine. Et quand on mange trop de viande, et notamment trop de viande le soir, on empêche cette sécrétion de sérotonine et de mélatonine. Faites l'expérience de manger un gros beefsteak de 250 grammes le soir, vous aurez un sommeil qui n'est pas réparateur, vous aurez difficile de vous endormir parce que vous avez tout simplement bloqué la fabrication de mélatonine qui dépend de la sérotonine. Et ça, c'est important de manger un peu plus végétarien en deuxième partie de journée et manger plutôt des protéines animales en début de journée. Donc le classique petit déjeuner, confiture, café, viennoiserie, c'est pas forcément une bonne idée. D'une manière exceptionnelle, vous êtes à l'hôtel, pourquoi pas de temps en temps, mais je veux dire que quotidiennement, je ne vous le recommande pas. Alors pour être clair avec vous, j'ai fait carrément des photos de ce qu'on mange à la maison, comme ça c'est plus parlant peut-être pour vous. Donc vous voyez ici, j'ai un peu de fromage, du fromage de qualité, pas du fromage de la vache qui rit et qui pleure, un vrai fromage. Ici, vous avez un peu de charcuterie. Il y a moyen de trouver des charcuteries sans nitrite. Vous allez directement à la découpe, en boucherie et tout ça, avoir des charcuteries le moins transformées possible. Ici, moi j'aime beaucoup les olives, donc j'en mange déjà un petit peu le matin. Et le pain accompagne. Et vous pouvez prendre un pain de qualité, un pain d'épeautre ou le vin. Ici, on a fait un petit peu des œufs. Ici, c'est du pain d'épeautre ou le vin. On peut aussi, pour les enfants, ils aiment beaucoup une omelette le matin, pourquoi pas, avec des œufs de qualité. Ici, il faut essayer aussi de customiser aussi pour les enfants. Vous voyez, ici, on a fait des petites quiches. Si on met ça dans l'assiette des enfants le matin, ils vont pas vouloir. Sous forme de quiche, ça va. Donc, vous voyez, vous pouvez déjà mélanger les légumes et tout ça avec un petit peu des œufs. Vous battez ça, des brocolis. Bon, vous n'avez peut-être pas le temps de le faire le matin, mais vous pourriez très bien faire ça la veille. Et ça, c'est un moyen déjà d'avoir un petit déjeuner plus protéiné et déjà consommer des légumes dès le matin. Mon épouse qui fait des ateliers culinaires, et comme moi je ne cuisine pas, ou peu, et mal, je viens avec un cahier des charges et je lui dis, tiens, j'aimerais bien qu'on ait un petit déjeuner complet, voilà ce qu'il me faut. Et elle doit essayer de composer pour rendre tous ces composants d'une manière sympathique, agréable, gustativement et visuellement. Donc ici, vous voyez, ici c'est des muffins.
Des muffins salés, en fait, il y a de la farine d'épeautre, de la farine de pois chiches. Très rassasiant, les pois chiches, des œufs, du tofu soyeux, de la pâte de noix de cajou qui va contenir des bons acides gras, du curcuma, du gingembre qui sont des épices anti-inflammatoires, anti-cancer, des carottes, de la ciboulette, du brocoli. Donc vous mettez ça dans le bec de votre enfant le matin, il a plus faim pendant 4 heures, il est rassasié, parce qu'on a inventé les biscuits petit déjeuner. Oui, c'est pratique, mais il n'y a juste rien du tout là-dedans. Donc je comprends qu'il faut trouver des choses pratiques, simples, parce que le matin on court, mais on peut justement le faire avec des choses comme ça, des muffins qu'on pourrait préparer même le week-end ou la veille. Si vous préférez les céréales, évitez les céréales industrielles, allez plutôt vers des flocons. Ici, on a des flocons d'avoine, mais en magasin bio, vous trouvez des flocons d'avoine, de quinoa, de millet, de sarrasin. Donc, vous mettez ça avec un peu des fruits, des myrtilles, des framboises. Les petits fruits rouges sont très intéressants. Ils sont plus riches en polyphénol. N'hésitez pas à en manger toute l'année. Il y en a qui font des confitures avec les myrtilles et les framboises. Moi, je les mets au congèle. Comme ça, je peux en consommer toute l'année. Et vous pouvez les ajouter, par exemple, dans un muesli le matin. C'est très intéressant. Vous voyez ici, il y a de la cannelle. La cannelle a un effet hypoglycémiant. Donc, quand vous rajoutez de la cannelle au muesli, vous aurez une satiété plus longue tout au long de la matinée. Pour ceux qui aiment bien le croquant, et surtout chez les jeunes, ils veulent des choses qui croquent, on peut leur faire du granola, c'est un muesli croquant. Au moins, vous savez ce qu'il y a dedans. Faites attention, c'est des produits aussi un peu marketing, même en magasin bio, vous pouvez trouver des granolas beaucoup trop sucrés, donc faites-le vous-même, il n'y a rien de compliqué à ça. Donc les protéines, à quoi ça sert? Ça sert à la composition du muscle, ça vous le savez, mais ça augmente la satiété. Donc quand vous mangez le matin une omelette, par rapport à celui qui va manger une tartine de confiture, la glycémie va être plus stable, mais aussi la satiété va être aussi beaucoup plus longue. Vous voyez ici, on a une personne qui est âgée de 21 ans, et ça c'est la coupe transversale de la jambe. On voit qu'il y a du gras un petit peu, pas beaucoup, et ça beaucoup plus de masse musculaire. Et là, à 73 ans, on voit que le muscle s'atrophie et il y a du gras qui prend la place. Donc, on dit que l'agneau est gras, on est pas mal non plus. Donc, vous voyez ici, cette personne-là, à 73 ans, va s'étonner de prendre du poids, alors qu'elle va dire, c'est bizarre, je ne mange pas plus qu'avant. En fait, elle prend du poids parce qu'automatiquement, son métabolisme ralentit. Pourquoi? Parce que sa masse maigre diminue. Et la masse maigre, c'est ce qui brûle les calories. Donc, très important, et là, je vous mets en garde par rapport au régime. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que je suis totalement contre les régimes parce que on prendra systématiquement du poids après avoir mal perdu cet excès de poids, parce que beaucoup de gens qui font des régimes hypocaloriques, notamment, perdent malheureusement pas que du gras, mais ils perdent aussi de la masse musculaire. Ici, on va voir une dame ici qui fait 70 kg, qui a 30% de masse graisseuse et 49 kg de masse corporelle maigre. On sait qu'un kilo de masse maigre brûle plus ou moins 31 calories. Donc ça, c'est le métabolisme. Si on a un sportif de haut niveau, son métabolisme est le plus important, mais c'est une moyenne. Elle a 49 kg de masse maigre, donc elle brûle 1500 calories. Donc on peut lui dire, ici vous êtes tous assis, vous brûlez tous des calories. Mais il y en a qui brûlent un peu plus que d'autres. Cédric brûle un peu plus que les autres parce que c'est un sportif. Donc son muscle est beaucoup plus développé, il a beaucoup plus de mitochondries que d'autres personnes, donc ses cellules musculaires brûlent, et même quand il dort, il peut manger, il brûle tout le temps. Donc c'est très frustrant pour ceux qui prennent un peu du poids, parce que son métabolisme est plus élevé. Donc chez les sportifs, ils ont un métabolisme plus élevé qui les empêche de grossir, parce qu'ils brûlent plus de calories liées à la masse maigre. Donc c'est ça le métabolisme. Si cette personne suit un régime non supervisé, donc elle se dit, super, je vais prendre 2 petits bols de céréales, comme ça je vais pouvoir porter le short rouge de la dame qui me le vend, si vous voyez de quoi je parle. Et en plus, elle a son coach sur Internet, c'est formidable. Et elle va manger sa petite salade à midi. Et on en a tous les jours, malheureusement, en consultation, qui font des mauvais régimes. J'en ai encore une en consultation hier. C'était la première fois qu'elle venait en consulte. Et elle me dit, Monsieur Van Orb, comme il a fallu attendre pour avoir le rendez-vous, elle a dit qu'elle ne pouvait pas attendre. Donc, elle a commencé à faire son programme alimentaire. Donc, on a affaire à une dame qui s'est dit, je fais attention à ce que je mange. Alors je lui demande hier en consultation, expliquez-moi un petit peu ce que vous mangez. Le matin, je fais attention, Monsieur Van Orb. Déjà quand on me dit je fais attention, ça m'énerve, ça, parce que moi ça fait 15 ans que je suis là-dedans, je ne me dis pas tous les matins, allez Pierre, on fait attention aujourd'hui, les enfants, allez courage, on va tenir. Non, c'est une hygiène de vie, on ne fait pas attention de manger sainement. Donc elle m'explique un petit peu ce qu'elle mange. Donc le matin, elle me dit, je fais 2 cracottes, Dans la tête des gens, les cracottes, c'est mieux, je sais pas, c'est plus léger, ils pensent.
Et elle me dit, avec ça, je mets une petite confiture allégée et du fromage allégé, 0%. Et je dis, avec ça, madame, vous tenez jusque midi. Elle dit, non, monsieur, non, mais c'est pas grave, à 10 heures, je te reprends une petite barre céréales. Je pense qu'elle me dit sultana. Oh, ben, je suis pas... Donc, elle mange sa petite barre céréales pour tenir le coup. Hein, tu m'étonnes. À midi, elle mange sa salade. Je dis, super, vous mangez beaucoup de légumes. Oui, oui, j'essaie de manger plus de légumes. Génial. Et je dis, vous arrosez ça avec de l'huile de colza, de l'huile de noix, de l'huile d'olive. Ah non, c'est trop gras. Ah, donc qu'est-ce que vous faites alors? Elle dit, j'ai vu une recette avec un yaourt 0%, je remets un petit peu des épices et je fais ma vinaigrette comme ça, avec de l'eau. Et un yaourt 0%. Super. Je me dis, donc, elle croit, ce qui est triste, hein, parce qu'elle croit qu'elle est dans le bon. Donc, et alors, avec ça, elle mange un petit peu de filet de dinde. Et alors, je lui demande comme ça, fin de journée, tiens, madame, comment ça va la fin de journée? Elle me dit, là, monsieur Van Lodorf, c'est là que ça va plus. Je dis, ah. Alors, elle me dit, je pète un câble, comme ça, et elle mange les dinosaures de ses enfants. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, les dinosaures qu'elle a achetés pour ses enfants, parce qu'elle ne prend pas des biscuits pour elle, comme elle fait attention, mais elle va quand même les piquer aux gosses, parce qu'elle n'en peut plus. Et elle n'en peut plus pourquoi? Parce que la pauvre dame, elle manque aussi de sérotonine, un neuromédiateur qui l'apaise. Et comme elle est accro, elle a besoin de ça. Et elle me dit, le soir, je fais mon repas chaud, hein, son repas équilibré. Et elle me dit, monsieur Van Dorp, regardez-moi, j'arrive pas à maigrir, c'est quand même pas possible. Et je fais attention, vous voyez. Donc c'est ça le paradoxe, on a tous les jours ça en consultation. Et c'est ça qu'il faut informer énormément la population, parce que je me demande où elle était chercher ces informations-là, pour croire que comme ça, elle allait y arriver et maigrir. Au contraire, elle allait se frustrer. Et moralement, c'est pas très gai aussi, parce que quand tu manques de sérotonine, t'es pas bien et tu t'en veux et tu es dans la culpabilité. Donc quand je lui ai montré le petit déjeuner, ce que je proposais, elle me regardait avec des yeux comme ça. Et en effet, avec ça, elle n'aura plus faim et elle pourra enfin contrôler son poids. Donc pour revenir à tous ces régimes qu'on peut trouver sur le marché, malheureusement, quand on fait des régimes souvent hypocaloriques, on se retrouve à diminuer sa masse maigre. Donc la personne, au final, même qui se prend en charge elle-même, a des résultats. Si vous mangez de la soupe 3 fois par jour pendant une semaine, vous allez perdre du poids. Mais soyez pas naïfs, vous allez perdre malheureusement principalement de la masse maigre. Donc des 49 kilos, tu passes à 42 kilos. Donc son métabolisme après son régime est de 1300 calories. Et ça, elle pourra plus jamais remanger comme avant. Parce que si elle remange comme avant, elle va reprendre du poids. Mais elle ne reprendra pas du muscle, elle reprendra du gras. Et c'est comme ça qu'on a des obèses petits mangeurs. J'ai des patients qui font 140 kilos, ils mangent moins que moi. Donc si tu es gros et que tu manges trop, c'est faux. On a des obèses qui ont un métabolisme très très lent à force d'avoir fait des régimes. Donc j'ai redéfini le régime. Pour moi, le régime, c'est la courte période qui précède une prise de poids. Donc si vous voulez grossir, faites régime. C'est formidable, ça marche à tous les coups. Alors, pour illustrer ça, vous voyez, on a 1 kg de gras ici, 1 kg de muscle. Et c'est ça qui brûle le gras. On a ces deux jeunes filles qui font le même poids, mais elles n'ont pas la même composition corporelle. Vous voyez, donc, il y en a une qui est plus grasse que l'autre. Pourtant, le poids est identique. On a ces deux hommes-là, ils ont le même poids, la même taille, le même poids, mais pas le même tour de taille. Mais bon, ça lui empêche, il garde quand même le sourire, hein, il est content. Donc, il faut absolument essayer justement de se focaliser à changer sa composition corporelle plutôt que d'essayer de se focaliser à perdre du poids. Mais c'est quelque chose que je répète tous les jours en consultation. J'ai beaucoup de dames qui sont obsédées par leur balance. Le matin, la première chose qu'elles font en se levant, elles font pipi et puis elles montent sur la balance et ça va déterminer leur humeur la journée. Elles ont même les informations sur leur smartphone, donc c'est formidable. Donc... moi, je leur dis souvent à ces dames-là, vous savez, quand vous irez chercher une robe la prochaine fois, vous allez demander une robe 70 kilos. Ça va? On va voir ce qu'on va vous resservir. Donc, ce n'est pas le poids qui est important, c'est la silhouette, les mensurations. Mesurez-vous plutôt que de prendre votre poids. Je suis très content, les cardiologues l'ont compris aussi. Ils mesurent plutôt la circonférence abdominale que le poids. Donc,
Je vous mets en garde par rapport au régime. D'ailleurs, j'ai coécrit un livre avec Magali Castro et Véronique Liès, justement, sur les erreurs qui nous empêchent de maigrir. Et les erreurs, vous allez voir, c'est pas de manger de trop, c'est de faire un bilan au niveau thyroïdien, de voir si on n'a pas une résistance à l'insuline, d'avoir un bon sommeil, de bien gérer le stress. On a parlé la dernière fois de l'impact du stress sur le surpoids. Donc, il y a plein de facteurs qui expliquent pourquoi une personne peut prendre du poids en dehors de manger trop. Certes, en mangeant trop, on peut prendre du poids, mais c'est loin d'être la première cause. On va voir maintenant les graisses, les lipides. Très important. Beaucoup de gens pensent qu'il faut manger moins gras. Comme la patiente que j'ai eue qui pensait faire, en faisant attention, il fallait manger moins gras. C'est une erreur. Il ne faut pas manger moins gras, il faut manger mieux gras. Donc le bon gras est très intéressant et même dans le cas de l'amaigrissement, le fait que je donne plus de certains acides gras à mes patients, ils maigrissent plus facilement que celui qui mange sans graisse. Alors pour comprendre les graisses qu'il faut consommer, on doit voir un petit peu les familles d'acides gras que nous avons à notre disposition. On a les acides gras saturés qui sont représentés principalement par les produits d'origine animale, fromage, charcuterie, viande. On ne doit pas les supprimer, hein. On en a besoin aussi de graisses saturées, mais dans les graisses, l'important, c'est l'équilibre. Donc, malheureusement, en Belgique, on voit qu'on consomme beaucoup trop peu d'acides gras monoinsaturés, bien que ça change. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent l'huile d'olive, et c'est tant mieux. L'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive, donc ce n'est pas des margarines à l'huile d'olive, parce que j'ai encore une patiente qui m'a dit « Mais j'ai fait comme vous m'avez dit, monsieur. » Ah, je dis « Super. » Elle a vu les olives sur une barquette de margarine, et elle a cru que c'était de l'huile d'olive, la pauvre. Et c'est des graisses hydrogénées, donc pour ceux qui, je pense, qu'il y a des biochimistes ici, vous savez que quand on sature justement les lésions, on n'a plus un acide gras monoinsaturé. Donc c'est pour ça que ça la rend rigide, mais c'est pratique, hein, on sait bien la tartiner comme ça. Mais ça change parce que je vois dans les restaurants qu'on a maintenant des petites coupoles avec de l'huile. Donc culturellement, on voit que dans les pays du Sud et tout ça, ils connaissent l'huile d'olive. Et ils la consomment en plus grande quantité que nous. D'ailleurs, la santé cardiovasculaire dans les pays qui bordent la Méditerranée est meilleure, notamment grâce à cette consommation d'huile d'olive, une consommation plus importante en végétaux, une consommation aussi plus importante en poissons. Mais je vais vraiment mettre l'accent sur les acides gras oméga 3, parce que ceux-là, on en manque tous en Belgique, et on en trouve dans les produits d'origine végétale, comme l'huile de colza, l'huile de noix, et dans les produits d'origine animale, dans les poissons gras. Pourquoi consommer plus d'oméga 3 ? Parce que les oméga 3 sont précurseurs de prostaglandines anti-inflammatoires. Or, les oméga 6 avec l'acide arachidonique, que vous retrouvez notamment beaucoup dans la viande, est précurseur d'inflammation. Et plutôt que d'avoir une alimentation hypocalorique pour maigrir, moi je préconise une alimentation anti-inflammatoire, parce que le surpoids est une maladie inflammatoire. Et quand on a une alimentation plus anti-inflammatoire, on diminue la vitesse de vieillissement et on se protège des maladies de civilisation, les cancers, les maladies cardiovasculaires, parce que le tronc commun de toutes ces maladies-là, c'est l'inflammation. On est bourré d'inflammation, on consomme trop de substrats qui nourrissent l'inflammation. Notre corps a la capacité en aigu de fabriquer de l'inflammation, et tant mieux, ça nous protège, mais à un moment donné, on a des réponses, et notamment immunitaires, disproportionnées par rapport à l'attaque, liées à une alimentation trop pro-inflammatoire. Donc David Servan-Schreiber, qui avait travaillé beaucoup sur l'alimentation anti-cancer, préconisait une alimentation anti-inflammatoire parce qu'il disait que le cancer n'est rien sans inflammation. Donc quand on consomme plus d'acides gras oméga 3 qu'on trouve dans les végétaux, les huiles de qualité, colza, noix, les poissons gras, on diminue l'inflammation dans le corps. Mais il faut faire attention quand vous choisissez vos huiles, parce que si vous allez au supermarché et que vous vous retrouvez dans ce rayon-là, il faut rien acheter. Pourquoi ? Parce que c'est tout dans des bouteilles en plastique. Et je vous ai dit, malheureusement, il y a une croissance des cancers. L'INSERM a donné ces chiffres. Il y a une croissance de 60% de cancers du sein en 25 ans. Les scientifiques se posent la question, qu'est-ce qui se passe ? On n'a jamais eu autant de cancers que maintenant. On traite mieux la maladie qu'avant, certes. On n'a jamais sauvé autant de personnes d'un cancer que maintenant. Donc super, les médicaments et tout ça, on sauve plus de vies qu'avant. Mais on doit se poser à un moment donné la question, pourquoi il y a autant de gens malades aussi ? Et c'est là que la prévention intervient, et notamment, on voit qu'en 25 ans, nos enfants grandissent dans une génération de plastique, et ils sont continuellement en contact avec des phtalates, des bisphénols dans leur alimentation, et malheureusement dès le biberon. Donc, les huiles qu'il faut acheter dans des bouteilles en verre, et si possible fumées, comme ça elles ne sont pas en contact avec la lumière, l'huile de colza, l'huile de noix, que vous mettrez de préférence au frigo,
parce que les oméga 3, ça rancit rapidement. Vous voyez, c'est fragile. Comme le poisson, si vous ne le mettez pas au frigo, ça va puer. Ben, c'est logique, il va rancir à cause des oméga 3. Donc tout ce qui est riche en oméga 3, on protège, on met au frigo et on ne cuit pas naturellement aux températures. Et vous voyez ici, on a des oméga 3 dans l'huile de noix, on en a dans l'huile de colza. Alors vous allez me dire, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin de beaucoup. Mais le peu qu'on a besoin, la population n'arrive pas à avoir ces apports journaliers. Dans le lin, vous voyez, vous avez aussi beaucoup d'oméga 3. C'est vraiment un aliment santé, les graines de lin. Pour les femmes ici, vous pouvez aussi consommer régulièrement des graines de lin. Les graines de lin, on a pas mal de publications comme c'est protecteur du cancer du sein parce qu'il y a des lignanes dedans qui sont des phytoœstrogènes, si vous voulez, donc qui prennent la place des œstrogènes endogènes. Donc ça peut diminuer l'imprégnation œstrogénique. Les oméga 3 qui sont protecteurs. Pour les femmes qui ont des problèmes de transit aussi, le fait de consommer un peu plus de graines de lin, ça fait un peu du ballast et ça aide à mieux aller à la toilette. Très très important, je vous en ai parlé déjà la dernière fois, je pense, de l'importance d'avoir un transit régulier parce que ça a un impact justement sur la santé et notamment le développement de certains cancers du sein qui seraient liés à des constipations. Donc vous ne pouvez pas rester avec une constipation, donc boire suffisamment d'eau, prendre par exemple des graines de lin. N'oubliez pas de les broyer, les graines de lin, donc les mixer dans un blender parce que si vous les mangez comme ça, elles vont ressortir comme elles sont rentrées. On n'est pas des poules, hein. Et on n'aime pas trop l'huile de palme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'oméga 3 et c'est principalement des graisses saturées. Donc concrètement, vous allez dans un magasin bio ou au supermarché trouver des huiles en bouteille, en verre et de préférence biologique. Vous avez des mélanges d'huiles aussi, colza, noix, sésame, chanvre, qui sont des huiles riches en oméga 3. Donc, pour illustrer aussi les phtalates et les bisphénols, essayez de toujours conserver les aliments gras dans du verre. Vous avez tous peut-être déjà fait l'expérience de faire une bonne sauce bolognaise, avec une bonne huile d'olive et tout ça, et puis vous en avez fait trop, donc vous prenez un contenant en plastique et vous mettez l'excédent dans ce contenant, encore un peu chaud, et puis vous mettez au congèle. Et vous ressortez ça 2 mois après, et il y a les amis qui arrivent, on a préparé, on sort la petite sauce bolognaise et vous verrez que le plastique a changé un petit peu de couleur. Donc si ça a migré dans un sens, ça a migré dans l'autre. Donc là, on consomme des phtalates, des bisphénols. Donc le tout, c'est de le savoir. Il n'y a rien de compliqué de conserver dans du verre. Je veux dire, c'est des choses qu'il faut informer. Ça ne change pas. Vous pouvez avoir plein de contenants en verre plutôt qu'en plastique, mais surtout ce qui est gras, ça va ? Alors pour cuire, on ne va pas utiliser l'huile de colza, on ne va pas utiliser l'huile de noix, on va plutôt utiliser de l'huile d'olive, mais naturellement sans la faire fumer, parce que là elle deviendra toxique. Et vous voyez dans l'huile d'olive, quand on met ça dans la poêle, vous avez du curcuma, du curry, du gingembre. Pourquoi ? Parce que justement j'essaye qu'on associe justement ces molécules anti-inflammatoires au gras, parce qu'elles sont liposolubles. Et vous savez sans doute, on en parle beaucoup des vertus anti-cancer du curcuma, donc il faut en consommer tous les jours pour avoir un effet anti-cancer. Si vous en mangez une fois au bout d'une lune dans un couscous, ça ne vous protégera pas malheureusement. Donc il faut trouver des moyens pour en consommer régulièrement. Et moi, il y a un simple que j'ai trouvé, c'est de rajouter une cuillère à café d'un mélange curcuma, curry, gingembre. Essayez de rajouter aussi, parce qu'il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de compléments alimentaires qui sortent avec du clou de girofle. C'est judicieux parce que ça a puissance anti-inflammatoire, mais ça a un goût assez fort. Et vous mélangez ça, vous faites un pot d'épices entière. Et vous mettez ça, une cuillère à café, dans l'huile. Comme ça, toute la famille va en profiter. Et ça vous évitera aussi d'utiliser moins de sel. Vous savez, les dégâts que le sel fait, hypertension, augmente les risques de cancer de l'estomac. On mange trop salé, mais ça, c'est encore en Belgique. Hein. Je rêve, moi, qu'au restaurant, on mette des pots d'épices au milieu de la table plutôt que du sel et du poivre. D'ailleurs, quand vous allez dans les pays arabes et tout ça, vous avez des marchés où vous avez plein d'épices. On mange relevé chez eux, on aime bien. Et pourtant, ils utilisent peu de sel. Donc, il y a moyen de relever nos plats en utilisant plus d'épices, comme le curcuma, le gingembre, le curry et moins de sel. Les poissons gras sont riches en oméga 3, mais là, je dois faire attention parce que vous savez que nos eaux sont polluées. Donc, on doit aller vers les petits poissons gras qui ne sont pas prédateurs. Parce que manger du thon à l'heure actuelle, ça doit vraiment être occasionnel parce que c'est un poisson prédateur qui accumule les métaux lourds. Donc, allez plutôt vers le maquereau, les sardines, le hareng, thon, espadon, de manière très occasionnelle. Le rôle des graisses,
Ben, vous savez que toutes les cellules sont faites d'une double couche phospholipidique. Et ben, cette double couche phospholipidique va être plus fluide ou moins, fonction justement des acides gras qui sont dans justement cette double couche. Donc si vous mettez des bons acides gras, et notamment des oméga 3, qui ont plusieurs doubles liaisons, vous aurez des membranes fluides. Mais si vous avez des membranes fluides, c'est formidable pour la santé. Vous savez que sur une cellule, il y a des millions de récepteurs. Ces récepteurs, ils sont enchâssés dans la membrane. On a des récepteurs à l'insuline. Ces récepteurs à l'insuline, quand ils sont dans une membrane souple, fluide, ils fonctionnent mieux, ils comprennent mieux le message de l'insuline. Donc quand j'ai des patients en prédiabète, je prescris du gras pour justement avoir une meilleure sensibilité à l'insuline, parce que avoir une membrane fluide, c'est très très important d'un point de vue santé. Et comme on n'est fait que de cellules, vous imaginez l'impact que ça peut avoir au niveau santé cardiovasculaire. Il y a énormément de publications, vous trouverez, il suffit de taper sur PubMed, oméga 3, santé cardiovasculaire, cancer, vous aurez énormément de publications. Ici, j'en ai pris quelques-unes. Mais vous voyez une relation linéaire entre les aliments riches en oméga 3 et la dépression. Plus de DHA, donc c'est un oméga 3 qui est corrélé, donc un manque de DHA est corrélé à une augmentation des suicides. Ici, on a des rats qui sont nourris aux oméga 6 et d'autres aux oméga 3. Le même nombre de calories. C'est pour ça que je suis contre les calories, parce qu'on peut donner exactement le même nombre de calories et faire grossir ou maigrir. Donc ici, on donne des oméga 3, les rats maigrissent, et on donne des oméga 6, ils grossissent. Et ça a été retesté chez l'homme, c'est pareil. Dans le cancer du sein, il y a très peu, malheureusement, d'oncologues qui informent les patients à ça, parce qu'ils, malheureusement, ils ne sont pas toujours au courant. Parce que vous voyez, des femmes qui ont consommé des oméga 3 après un cancer faisaient moins de récidives. Donc il faut informer la population là-dessus. On a beaucoup de publications. Si ça vous intéresse, vous trouverez tout ça sur mon site internet. Alors, il y a par contre une graisse qui est très mauvaise, bien plus mauvaise que les graisses saturées, c'est ce qu'on appelle les graisses trans. Et ça, c'est lié à une fabrication de l'homme, c'est à force de cuire et de surcuire et de griller et de frire les aliments. Donc tout ça, tout ce qui est frit, malheureusement, ça doit être consommé d'une manière très occasionnelle parce que les graisses trans sont toxiques pour la santé, pour le cœur, et ça augmente malheureusement aussi les risques de cancer. On a des publications qui montrent justement autant les oméga 3 protègent, autant les graisses trans augmentent les risques. Après, si vous voulez bien. On va terminer avec les glucides. Donc on a vu les protéines, on a vu les graisses, on va finir avec les glucides. Donc les glucides, on en consomme d'une manière générale trop par rapport à ce qu'on les utilise. J'ai donné cette semaine-ci une conférence à des sportifs, je n'ai pas tenu le même discours. Je leur ai fait consommer plus de glucides parce que les glucides, si vous voulez, ça va être le carburant justement qui va aller justement dans les cellules, dans les mitochondries pour produire de l'énergie, de l'ATP. Donc si vous faites aller vos muscles, super, consommer des glucides, mais si vous avez un travail sédentaire de bureau, en consommer trop, et surtout les glucides à index glycémique élevé, vont poser problème. Les glucides à index glycémique élevé, le pain blanc, les baguettes, le craquelin, tous les produits raffinés. C'est pas compliqué, tout ce qui est transformé malheureusement par l'homme, donc on a des aliments raffinés, ultra transformés, on augmente automatiquement l'index glycémique des aliments. Même les pommes de terre, quand vous prenez des pommes de terre en robe des champs, ça va, mais quand vous les faites en purée bouillie, ça va plus. Les céréales raffinées, les céréales sucrées, et tout ce qui est biscuits, viennoiseries et tout ça, c'est devenu très consommé. Malheureusement, chez les enfants, on a vu qu'un enfant de 4 à 5 ans avait consommé la quantité de sucre de son grand-père sur toute une vie. Donc il y a un problème. Ces enfants-là vont faire du diabète plus tard. On a des jeunes qui font du diabète gras qui n'existait pas avant. C'est notre génération qui fait ça. Donc on a des maladies qui surgissent à cause justement de la malbouffe trop importante. C'est pour ça que l'OMS s'y intéresse de plus en plus. On n'a pas le choix. À un moment donné, il faut s'en préoccuper de cette prévention et proposer justement de taxer plus les produits sucrés. Comme on a décidé de taxer le tabac, quand vous achetez un paquet de clopes, vous payez principalement des taxes. À un moment donné, on devra payer aussi pour se faire soigner son diabète et on devra surtaxer cette malbouffe. Sinon, je pense qu'on n'y arrivera pas, où il faut vraiment bien conscientiser la population.
Alors faites attention parce que vous savez que les pâtisseries, les gâteaux et tout ça, on sait que c'est pas terrible, ça fait monter la glycémie. Bon, une fois de temps en temps un anniversaire, il n'y a pas de souci. Mais il y en a que c'est quotidien. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a des céréales qui paraissent mais inoffensives. On fait la publicité, on vous dit que c'est bon. En plus, ça fait bien aller à la toilette. Hein, les fruits and fibres, c'est super. Donc on vous fait passer ça que comme un petit déjeuner, ben ça c'est un petit déjeuner. Ça, ce n'est pas des céréales trop sucrées. Ben, vous voyez, dans un bol de céréales comme ça, vous avez une charge glycémique, donc ça fait monter la glycémie d'une manière équivalente à 11 morceaux de sucre. Donc c'est pas un bon petit déjeuner. D'ailleurs, il y a à chaque fois des procès, mais bon, en attendant, ils ont déjà fait pas mal de dégâts. Ici, Kellogg's avait été condamné justement pour aussi des publicités mensongères. Donc faites attention, parce que quand vous allez dans un supermarché, vous avez énormément de céréales. Voilà. Donc ça, il ne faut pas aller avec les enfants dans les supermarchés. Vous avez céréales killer, j'appelle ça, dans les rayons. Alors les frites, on est des bons Belges, on aime les frites. Mais vous ne pouvez pas manger ça. Ravier de frites comme ça, c'est pas un repas. Vous allez manger un poisson avec un peu des frites et beaucoup de légumes. Ça va. C'est déjà mieux en tous les cas. Mais on ne peut pas se dire je vais manger ce midi un ravier de frites comme repas. Vous risquez d'avoir un pic insulinique très important qui va vous donner un fameux coup de pompe. En plus, c'est très salé. Je vous rappelle que pour que le glucose passe dans le sang, il faut son complice qui est le sodium. Donc le sodium fait autant grossir que le glucose parce qu'on en a besoin justement pour augmenter la glycémie. Et vous voyez, ces produits qui paraissent non sucrés, et ça je dois expliquer souvent aux diabétiques qui me disent « Mais monsieur Van Lodder, je fais attention, hein, je mets plus de sucre dans mon café. » Ah, mais il se bouffe un sandwich à midi, il se bouffe des mitraillettes, des trucs comme ça. Et je dis, mets seulement du sucre dans ton café. C'est plus prudent que de manger ça tous les jours à midi. Mais les gens, comme ça n'a pas le goût sucré, ils n'y pensent pas. Il faut leur expliquer. Un plat de pâtes, on aime bien les pâtes, mais on ne peut pas manger un plat de pâtes. Vous pouvez manger une escalope avec une bonne sauce tomate à l'huile d'olive, super. En plus, dans la sauce tomate, pour les hommes qui sont ici, consommez beaucoup de sauce tomate. Il y a du lycopène dedans, qui est un protecteur notamment du cancer de la prostate. Donc la sauce tomate, c'est quelque chose de très très bon, avec une petite escalope, quelques tagliatelles, et des brocolis, ça c'est un bon repas, mais ça va pas, c'est trop glucidique, sauf si vous avez un marathon le lendemain, pourquoi pas, mais ça ne doit pas faire partie du quotidien. La pizza industrielle, je précise parce qu'on peut faire des pizzas très saines, c'est 22 morceaux de sucre. Quand vous mangez une pizza, on crève de soif, c'est tellement salé, donc vous voyez l'apport glucidique et l'apport de sel, c'est pour ça que ça fait grossir assez facilement. Donc quand tu manges ça, tu crèves de soif, donc tu n'as peut-être jamais envie de soda, mais là tu en as envie, là. Il te faut un coca, donc un coca c'est de sucre. Donc on est à 29 morceaux de sucre avec le soda et la pizza. Je dis souvent à ce prix-là, vous pouvez prendre le tiramisu pour dessert, parce que foutu pour foutu. Allez-y. On a fait le calcul, c'est un slide que j'ai fait cette semaine. Il y a une émission sur Antenne 2 qui est passée, justement. On montrait à des adolescents, justement, s'ils mesuraient la quantité de sucre qu'ils consommaient sur une journée. Ils se sont tous trompés. Ils ne mesuraient pas la quantité de sucre. Et on avait repris un peu un repas, une journée, je l'espère pas classique, mais on leur a montré ça et on leur a demandé de calculer la quantité de sucre consommée sur une journée. On était à 97 morceaux de sucre. Les besoins journaliers sont entre 20 et 25 morceaux de sucre, donc c'est-à-dire c'est pas du sucre en morceaux, hein, mais c'est pour vous donner une équivalence. C'est ce qu'on appelle la charge glycémique et de sucre principalement lent. Et là, il y avait 97 morceaux de sucre, mais dont 28 sucres rapides. Le pain. Vous avez peut-être mangé ce midi un sandwich. Donc ceux qui ont mangé un sandwich vont commencer bientôt à piquer de l'œil. Hein, je ne vous réveillerai pas, je vous rassure. Donc pourquoi ? Parce que vous avez un pic insulinique qui est en train de se produire, parce que vous n'utilisez pas le sucre qui est dans votre sang, qui est digéré, si vous voulez. Et comme c'est un sucre rapide, parce que la baguette, le pain blanc, ce n'est pas un sucre lent, c'est un sucre rapide. La glycémie monte. Et à un moment donné, votre pancréas va repérer ça, il va libérer de l'insuline et vous risquez de faire une hypoglycémie réactionnelle dans l'après-midi. Mais ce n'est pas grave, vous prendrez un petit soda, un petit coca ou un petit café sucré et ça sera reparti. Alors vous allez me dire, mais monsieur Van Lodder, c'est pratique les sandwichs. Oui, c'est pratique, mais on peut faire autre chose et aussi bien. Avec les mêmes ingrédients et avec une charge glycémique moins importante. Vous voyez ici, on a une baguette avec un peu de saumon et 2-3 feuilles de salade perdues.
Moi, ce que je propose, c'est de manger beaucoup moins de pain, remplacer le pain par beaucoup plus de légumes et arroser ça avec du bon gras, l'huile de colza, l'huile de noix, et remettre ici, on aurait pu prendre autre chose, mais ici, comme c'était du saumon, et remettre un petit peu du saumon ici. À ne pas faire, se dire, je fais attention, je fais régime, donc je ne prends plus une demi-baguette de pain, je prends un quart de baguette, comme je fais attention. Ça, il faut pas faire, il faut pas manger moins, parce que tu crèves de faim 2 heures après si tu manges ça. Donc, il faut par contre changer les proportions, manger mieux, donc dans de meilleures proportions, et en mangeant la même chose, dans des proportions différentes, vous aurez une satiété plus longue et un repas plus équilibré. Je vous ai mis quelques petits exemples. Je ne sais pas si vous avez ça, si vous pouvez trouver ça facilement. Les WAPS, c'est pas forcément la crêpe que je trouve intéressante, hein, mais par contre, l'avantage chez les jeunes, on a remarqué, c'est assez ludique aussi et ça leur permet de mettre beaucoup plus dedans. Donc pourquoi pas. Ici, j'ai une jeune fille qui m'a envoyé ça sur Facebook. Elle m'a dit, regardez ce que je fais. Une jeune fille qui est à l'université, qui mangeait tous les jours des sandwichs. Et maintenant, elle prend son doogie bag, elle va dans le frigo, elle se remplit avec un peu des restes de la veille. Donc elle a mis du chou-fleur, de la salade, des lentilles, du houmous aux légumes, des petites boulettes végétariennes, un petit morceau de steak, du quinoa. Donc avec ça, je vous garantis, quand elle mange ça à midi par rapport à son sandwich, elle a plus faim pendant facilement 5 heures. Pourquoi? Parce que sa glycémie est beaucoup plus stable. Dans des écoles, on a proposé justement de mettre un peu plus à disposition des fruits, du chocolat noir, des amandes, ça sur le temps de midi. On a plein d'enfants qui aiment les olives, on a essayé qu'ils en consomment plus. Donc on peut faire des trucs sympas, autres que ces traditionnelles tartines de confiture ou de salami. Ce que vous pouvez faire aussi, et surtout les hommes, comme on doit être un peu plus végétarien, et que j'ai dit que les protéines végétales contenaient tous les acides aminés, et notamment le quinoa, on pourrait très bien manger du quinoa avec des légumes. Et là, vous avez un repas complet, parce que vous avez tous les acides aminés que vous trouvez dans les protéines animales. Et là, vous voyez, vous avez 1 tiers de quinoa pour 2 tiers de légumes, avec une bonne vinaigrette, vous avez un repas sympa, froid, mais complet. Je vous ai fait une photo. Bon, je viens de la région liégeoise, on aime bien les boules et frites de temps en temps. Donc d'un repas qui n'est pas sain au départ, hein, c'est un repas brasserie, ce qu'on peut faire, c'est aussi le customiser, le transformer en quelque chose qui n'est pas trop mal. Donc qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait passer ma commande? J'ai demandé, tiens, est-ce que vous pourriez pas mettre plus de légumes? Parce que si je ne disais rien, ils pensaient me faire plaisir en mettant tout ça de frites. Hein, et quelques feuilles de légumes, quelques crudités en décoration, hein, parce que c'est ce que la dame me disait justement, qu'ils ne mettaient pas beaucoup de légumes, la restauratrice m'expliquait, parce que la plupart des gens, et surtout les hommes, n'y touchaient pas. Donc comme ils devaient jeter tout le temps, ils en mettaient un petit peu. Donc il suffit des fois de leur demander. Alors vous voyez, il y a des frites, c'est pas terrible, mais ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas eu envie d'en manger une de plus. Pourquoi? Parce que j'ai mangé beaucoup de légumes. En plus, dans les frites, on a vu qu'il n'y a pas des bonnes graisses, mais le fait que je mange ça avec énormément de fibres, des polyphénols qu'on retrouve dans les légumes, ça a rendu moins toxique, on va dire, la viande et les frites. Donc ce qu'il faut, c'est pas manger moins, c'est essayer de travailler surtout sur les proportions. Et comme ici, vous voyez, un bon aliment chasse un mauvais. Si j'avais dit simplement, mettez-moi moins de frites, elle ne m'aurait pas mis plus de légumes. Et j'aurais eu envie, peut-être, et je serais resté sur ma faim, j'aurais eu envie de manger un peu plus. Vous voyez, et ça ne marche pas. Il faut vraiment essayer d'intégrer un bon aliment pour chasser le mauvais. Comme ça, il n'y a pas de culpabilité. On ne diabolise pas les mauvais aliments. On essaie de ne plus en avoir envie en se nourrissant d'aliments plus nutritifs et plus sains. Pour les enfants, vous voyez, ici, on a des traditionnelles petites tartines de jambon. On peut mieux faire simplement en demandant aux enfants, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans les tartines? On peut commencer avec un peu des petites tomates, des concombres. Faites-les participer aussi, ça joue beaucoup. Un enfant qui cuisine a plus envie de consommer ce qu'il a cuisiné, donc essayez justement de ne pas faire que des gaufres avec eux, mais plutôt des petits cakes salés, comme on a vu, préparer les tartines. On a vu que dans beaucoup d'écoles, les enfants qui préparaient à manger, mangeaient plus sainement. Avec une petite soupe, on arrive à quelque chose qui n'est pas trop mal. Donc on est dans la mode des lunchbox. On a même créé au cabinet des consultations boîte à tartines parce qu'il faut vraiment donner des idées aux parents pour justement donner autre chose. En tous les cas, pas que du pain aux enfants à midi. Il manque énormément de légumes et il y a moyen de les intégrer dans les boîtes à tartines.
les bons glucides, ce sont les glucides à index glycémique bas. Donc, c'est pour ça que je fais la promotion des légumineuses, non seulement parce qu'elles sont riches en protéines, mais aussi en glucides à index glycémique bas. On me dit souvent, mais monsieur Van Damme, manger sainement, ça coûte cher. Non, les lentilles, les pois chiches, ça coûte rien du tout. Ça va, ça coûte moins cher que la viande. Donc, vous pouvez faire 1 ou 2 repas déjà sur la semaine, les intégrer progressivement. Je dis bien progressivement, sinon vous allez penser à moi. Vous risquez d'être trop ballonné et vous allez jurer sur monsieur Van Loodorf. Donc, allez-y, quand vous introduisez les légumineuses, toujours progressivement, mastiquez-les, parce que si vous ne les mastiquez pas, je vous en ai parlé la dernière fois, on risque de faire plus de ballonnement, plus de fermentation. On a des dents, il faut les utiliser. Donc, les glucides à faible index glycémique, on a les produits non raffinés, les produits naturels, fruits, légumes, pains, céréales complètes, les pâtes à cuisson lente. Donc faites attention, la cuisson va aussi déterminer l'index glycémique. Si vous prenez des pâtes cuites en 3 minutes, le sucre monte très vite dans le sang. Si vous prenez des pâtes comme les Italiens aiment bien consommer, les De Cecco, les Barilla qui sont au blé dur, l'index glycémique est plus bas et toujours al dente, flocons d'avoine, muesli. Le chocolat noir à 70% un index glycémique bas, donc ça c'est un aliment santé aussi, parce qu'il contient aussi beaucoup de polyphénol. Donc quand vous mangez le matin, un petit déjeuner, on a vu flocons de quinoa, avoine et tout ça, ou une omelette, votre glycémie va monter, mais pas d'une manière violente. Et votre pancréas, il est génétiquement adapté à consommer ça, si vous voulez. Donc il y a une adaptation de l'insuline par rapport à la glycémie. Donc vous retournez 2 heures après à une glycémie stable. Vous ne serez pas en hypo. Par contre, la personne qui va manger des céréales sucrées le matin va avoir une hyper suivie d'une hypoglycémie réactionnelle. Et on a la dalle et on a envie de grignoter quelque chose. Donc il faut essayer justement de stabiliser cette glycémie. La santé, c'est d'avoir une glycémie et une insuline la plus stable tout au long de la journée. Et ça a un impact non seulement sur la faim, mais aussi sur l'humeur. L'irritabilité d'une collègue à 10 heures, demandez-lui des fois ce qu'elle a mangé le matin. Elle est peut-être en hypo et faut lui expliquer. Parce qu'on a beaucoup de personnes, et notamment beaucoup d'enfants, qui sont dans des hypoglycémies réactionnelles tout au long de la journée. Alors, le goûter, on a vu un peu le petit déjeuner, le repas de midi, les glucides. Et les glucides, si vous voulez, on va les consommer, si vous voulez, aussi à un moment à privilégier. C'est plutôt le goûter, qui pour moi est un repas à part entière, à ne pas sauter. Je préfère avoir un bon goûter qu'un bon souper, parce que le goûter, si vous voulez, va justement permettre cette production de sérotonine qui va nous permettre de nous apaiser, de nous freiner, de nous calmer le soir. Et un bon goûter, c'est quoi ? C'est des oléagineux, des fruits frais et du chocolat noir. Donc voilà, c'est très facile, vous pouvez prendre ça au bureau, il n'y a rien de compliqué à ça. Si vous voulez un petit peu aussi faire une salade de fruits au lieu de mettre de la crème fraîche dessus, vous pouvez y mettre de la purée d'amande que vous trouvez en magasin bio. Vous mettez toujours sur les préparations sucrées un petit peu de cannelle, parce que la cannelle, je vous ai dit, a un effet hypoglycémiant. Et ça c'est un goûter sympa. Ici, c'est des petites collations que l'on fait, que mon épouse prépare pour les enfants. Vous voyez, c'est des trucs comme ça qu'ils prennent à l'école. Ils n'ont pas l'air malheureux, hein. Et alors, ce qu'on leur prépare aussi, c'est les smoothies. Chez les enfants, ils aiment beaucoup parce qu'ils ne veulent pas forcément manger de légumes, des crudités. La soupe, ça passe, mais on peut faire pareil avec les fruits, pardon. On peut faire des soupes de fruits. Donc les smoothies, c'est quelque chose qui est pas mal. C'est bien mieux que les jus de fruits parce qu'au moins, vous avez tout le fruit dans le smoothie. Donc l'index glycémique monte moins fort parce qu'il y a la pulpe qui permet de freiner. Vous pouvez prendre des fruits congelés, mettre ça dans le blender. Ici, on a mis la purée d'amande, donc ça peut être un truc sympa. On peut faire aussi des pâtisseries, des bonnes pâtisseries qui ont un index glycémique bas. Vous pouvez remplacer la farine par de la poudre d'amande. Vous pouvez remplacer le sucre blanc par des dattes, par exemple. Donc, il y a moyen de faire des bonnes pâtisseries saines et se faire plaisir. Alors, on va terminer avec les boissons. Les thés, les tisanes, très bon pour la santé. On devra en consommer tous les jours. Alors il y en a, je sais, qui se disent, oui, mais monsieur Andor, je n'aime pas le thé. Vous n'aimez pas le thé parce que vous n'en buvez jamais. Donc rappelez-vous qu'on aime quelque chose parce qu'on le répète.
J'ai encore un patient qui me disait, Monsieur Van Dorp, je bois un thermo de café tous les jours. Ben, je dis, ça va pas avec tes problèmes de tension cardiaque et tout ça. J'aimerais bien que tu passes au thé. Ouais. Alors il me dit, ouais, mais le thé c'est de l'eau chaude. Je lui dis, le café c'est de l'eau chaude aussi, mon gars. Hein. Donc, mais bon, des a priori comme ça. Je lui ai dit, mais découvrez. Je dis, moi je suis un bon exemple. Je n'aimais pas le thé parce que le seul thé que j'avais goûté c'était un bête thé jaune et voilà, j'avais pas trouvé ça très bon. Mais maintenant, je pense que celui qui n'aime pas le thé, c'est celui qui ne connaît pas le thé. Il y a vraiment des saveurs énormes. Vous ne prenez pas simplement le thé vert et vous mettez dans l'eau, vous pouvez l'aromatiser. Il y a des thés verts aux agrumes, il y a plein de sortes. Et ça, c'est une boisson santé qui est intéressante de consommer régulièrement. Vous avez des thés verts, notamment, je parle beaucoup du thé vert matcha, qui est une poudre de thé vert qui est beaucoup plus antioxydante encore que le thé qu'on infuse, parce que là, on le mange, puisqu'on met la poudre telle qu'elle dans l'eau. Je vais parler juste, on a parlé des macronutriments, mais il y a aussi tous les micronutriments. On a parlé lipides, glucides, protéines. Mais dans certains micronutriments, la vitamine D, n'oubliez pas, il ne faut pas en manquer. On est au mois de mars, c'est la carence la plus importante en Belgique parce qu'on est à la fin de l'hiver et les gens n'ont pas pris leur vitamine D. On a des besoins de 1000 à 2000 unités de vitamine D. Vous pouvez faire objectiver ça chez votre médecin, faire une biologie, parce que la vitamine D ne sert pas qu'à avoir des bons os. C'est une vitamine qui est reconnue comme anti-cancer. Donc, elle augmente la force musculaire, elle a un impact sur la résistance à l'insuline. Donc, pensez-y aussi chez vos enfants. Je vous dis ça parce qu'on a beaucoup de familles qui donnent de la vitamine D aux petits jusqu'à 3 ans. Et puis après, on se dit, ils n'en ont plus besoin, ils ne grandissent plus. Si, ils grandissent, ils en ont encore besoin. On a des ados qui prennent 10 à 15 cm en un an. Ils le paieront plus tard. Hein. Alors on se dit, mais ils ne manquent pas, ils grandissent bien. Oui, mais ils paieront les pots cassés plus tard parce que cette carence en vitamine D en pleine croissance peut avoir un impact sur l'ostéoporose plus tard. Je vous disais, dans le cancer, la vitamine D a montré un contrôle du cycle cellulaire, ça réduit l'apoptose, ça inhibe la prolifération des cellules cancéreuses. Un autre très important, quand vous subissez du stress, quand vous êtes fatigué et tout ça, c'est le magnésium. Le magnésium est essentiel, c'est un des compléments que je prescris le plus à mes patients et patientes parce que, si vous voulez, on est dans un monde où nos petites glandes surrénales n'ont jamais été aussi surexcitées que maintenant parce que le bruit, le stress et tout ça font qu'elles libèrent tout le temps, du matin au soir, un peu de noradrénaline qui va justement épuiser notre magnésium et créer des déficits. Et il ne faut pas oublier que le magnésium intervient à toutes les étapes de la production d'énergie. Donc n'oubliez pas d'en prendre régulièrement. L'alimentation ne peut pas toujours couvrir ses besoins. Ça peut les couvrir. Le problème n'est pas toujours un apport, mais c'est des fois l'utilisation. Comme on surutilise le magnésium à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de 300 mg. Pour certains, on a besoin de 600 mg. Donc c'est pour ça qu'on peut se faire aider des fois par un complément alimentaire. Je termine avec la pyramide alimentaire, pour résumer un petit peu cette conférence. Donc, ça, c'est la pyramide alimentaire de l'école de nutrition d'Harvard qui l'a revue, parce qu'il y en a encore beaucoup et c'est des fois même encore enseigné. On a fait croire que manger des céréales, c'est la base de l'alimentation. Non, il faut manger des céréales, mais des céréales non raffinées, complètes, et mettre les céréales raffinées à la pointe de la pyramide alimentaire, des légumes et des fruits en bonne quantité, les noix et les légumineuses. Il faut en consommer plus, et ça peu de personnes le font, que des poissons, volailles, œufs. Les produits laitiers ont perdu une place et les produits raffinés, on les met à la pointe de la pyramide alimentaire. Ne vous basez pas sur les calories. Ici, on a 2 bols de riz qui font exactement le même nombre de calories, mais pas la même valeur nutritive. Donc, on utilise maintenant le terme de calories nutritives et calories vides. Donc, on a une alimentation trop raffinée et transformée qui apporte des calories. Ça, on n'en manque pas, mais des calories qui, malheureusement, sont vides et pas assez nutritives. Donc, vous voyez, ce bol de riz complet est plus riche en nutriments. Je préfère qu'on consomme 200 calories d'un bon jus de fruits de légumes que 0 calories d'un soda light. Et malheureusement, je dois me battre et je donne beaucoup de conférences pour informer parce que les habitudes alimentaires sont dictées par l'agroalimentaire à coup de publicité et de médias. Et les gens mangent à l'heure actuelle comme la télévision leur dit de manger. Alors on est mal parce que ça, c'est la pyramide alimentaire de la télévision. Je vous la présente. 55% des publicités que l'on voit et que vos enfants voient font la promotion pas de ce qu'il faut manger, de ce qui est à la pointe de la pyramide alimentaire. Donc ce que la télévision vous dit de manger, c'est ce qu'il ne faut pas acheter. Les produits laitiers, on peut en manger un petit peu, mais ça ne justifie pas de faire autant de publicité sur le sujet.
Donc en résumé, vous l'aurez à la fin de la conférence, il y a un petit résumé sur les points les plus importants à retenir. Manger lentement, sans stress, bien mastiquer. Manger beaucoup de légumes et de fruits. Manger des poissons gras, mais des petits poissons gras pour éviter les métaux lourds, sardines, maquereaux, harengs. Limiter la viande rouge et la consommer fonction de la catégorie dans laquelle on se trouve, un enfant, un adolescent, une femme, un homme, et faire peut-être un bilan du fer pour savoir si vous en avez besoin de plus ou de moins. Éviter les huiles de tournesol, de maïs et de friture, parce que ce sont des huiles riches en oméga 6, et on a vu qu'on peut aussi avoir des graisses trans. Préférer les huiles de colza, noix, qui sont riches en oméga 3. Essayer de manger local, biologique. Préférer les sucres à index glycémique bas. Boire un petit peu du vin rouge. Bon, ne vous obligez pas à en boire si vous n'en buvez pas. Hein. Essayez de vous obliger de boire plutôt du thé vert, mais le vin rouge contient du resveratrol, qui est une substance en effet cardioprotectrice. Activité physique modérée et ludique, très important. Le sport est très très bon pour la santé, il faut en faire. Mais écoutez-vous, ressentez votre corps, n'allez pas aussi au-delà de vos limites, parce que là, malheureusement, j'ai des sportifs qui ne sont pas en bonne santé, parce qu'ils vont au-delà de leurs besoins. Et en plus, s'ils mangent mal, ils peuvent avoir justement un stress oxydatif dans le corps. Rire, s'amuser, se relaxer. Et je terminerai avec cette dia. Vous voyez, vous avez notre alimentation qui est faite d'excès et de carences. Donc, on mange trop de certaines choses et pas assez d'autres. Alors, ce qui est important, c'est de voir les choses autrement. C'est ce que j'enseigne, c'est ce qu'on appelle la nutrithérapie. C'est d'essayer justement de se focaliser plutôt sur ce qu'on ne mange pas assez que ce qu'on mange de trop. Déjà, d'un point de vue psychologique, c'est quand même plus gai le matin de se dire tout ce que je dois manger et penser à tout ce qu'on doit manger plutôt que de penser à tout ce qu'on ne doit pas manger. Et quand on se focalise justement plutôt sur ces carences, vous verrez que les excès, qui sont une conséquence de ce qu'on ne mange pas assez, vont diminuer naturellement, sans frustration, sans diaboliser. Et c'est ça qui est bien avec la physiologie du corps humain. Quand tu lui donnes ce qu'il faut, il ne réclame pas. Un corps bien nourri n'a pas faim, n'est pas frustré, n'a pas envie de grignoter. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut, tous les matins, vous disiez, tiens, je vais essayer de nourrir mon corps et on verra bien ce qu'il faut. Parce que moi, je n'ai pas envie de me priver. Moi non plus, je n'ai pas envie de me priver, mais je me rends compte que je n'ai moins de besoins, je n'ai pas envie de crasse, pas parce que j'ai plus de volonté que vous, parce que simplement, mon corps ne me le réclame pas, parce qu'il est nourri tous les jours. Et ça, c'est très important de se focaliser là-dessus. Et je terminerai en disant que la qualité de vie en vieillissant, c'est notre affaire. Si nous voulons ralentir le vieillissement, prévenir notre santé, nous devons nous prendre en charge. Charles Péguy a dit un jour que lorsqu'un homme meurt, il ne meurt pas d'une maladie, mais de sa vie entière. Un corps devrait nous durer 100 à 120 ans. La raison pour laquelle il ne le fait pas, c'est que nous ne prenons pas soin de lui. Voilà le challenge de l'avenir, avoir une population âgée, en bonne santé, toujours productif et utile. Je vous remercie. Alors, si la conférence vous a intéressé, j'en donne régulièrement un petit peu partout en Wallonie. Vous trouvez toutes les infos sur mon site internet. Vous aurez les dates des prochaines conférences avec divers sujets. Pour ceux qui sont intéressés, que la conférence vous a intéressé, que vous voulez aller un petit peu plus loin, j'organise un cursus en nutrithérapie sur 2 années. Et aussi, je fais pour le grand public aussi une conférence de 2 jours, 2 fois par an, et on fait ça dans les locaux de l'Université de Namur. Et le prochain, c'est au début juin. Donc, si ça vous intéresse, vous avez les informations sur le site internet.